Donc là, on va parler donc, de l'utilisation de l'analyse en composantes principales. Je vous ai dit que l'utilisation de l'ACP, on l'a fait pour savoir comment se structurent nos variables. C'est-à-dire donc voir quelles sont les variables qui sont associées entre elles, quelles sont les variables qui ne le sont pas, quelles sont les variables qui vont dans le même sens et quelles sont les variables qui se posent. Également, l'ACP va nous permettre de voir comment nos individus se répartissent, c'est-à-dire autrement dit, ressortir les individus qui se ressemblent et également voir les individus qui sont dissemblables. Donc, le principe de l'ACP consiste à partir d'un tableau initial qui contient n observations, n individus et p variables. À partir donc de ce tableau de dimension np, l'analyse des individus va nous permettre de projeter ou bien de représenter ces individus dans un espace à p dimensions. La même chose pour l'analyse des variables. Donc, ça va nous permettre de représenter ces variables, mais cette fois-ci dans un espace à n dimensions. Donc, pour les individus, ça serait un espace à p dimensions, et pour les variables, c'est un espace à n dimensions. Et bien sûr, dans un tel espace, il est impossible de voir, et le but de la CP, c'est de trouver des espaces de dimensions plus petites dans lesquels il soit possible d'y observer au mieux les individus. Et généralement, ces espaces, ce sont des espaces de 2 à 3 dimensions. Autrement dit, donc l'information contenue dans le tableau de données, elle sera décrite sous forme de représentation graphique plane, facile à interpréter. C'est-à-dire les individus, ils seront résumés dans un graphique à 2 dimensions dans lequel on peut visualiser les rassemblements des individus en groupe. Et pour les variables, on aura donc ces variables et sont représentées dans un espace à 2 dimensions au sein d'un cercle, et ça va nous permettre de voir comment ces variables sont structurées. Donc un individu qui correspond donc à une ligne du tableau correspond à un point dans un espace à p dimensions. Et pour une variable qui correspond à une colonne du tableau de données, elle va correspondre à un point dans un espace à n dimensions. L'étude donc des individus ou des variables consiste en une étude de la forme du nuage. 2 points. Par exemple, pour cette photo, c'est une photo de paysage prise de loin. Il nous permet de visualiser un nuage d'oiseaux. Et comme vous voyez, c'est une image donc, c'est un plan à 2 dimensions.
Mais on voit que sur ce plan à 2 dimensions, le photographe a bien choisi la vue parce que à partir de cette vue, on voit que il a bien montré le nuage formé par les oiseaux, de telle sorte à ce qu'on peut voir les individus qui sont très éloignés, on voit les individus qui sont plus proches, et également comment se déplace, c'est-à-dire la forme générale de ce groupement d'oiseaux. Autrement dit, donc l'ACP, l'analyse en composantes principales, vise à fournir une image simplifiée du nuage des points la plus fidèle possible à la réalité. Autrement dit, on va donc essayer de voir comme le photographe une vue, donc trouver un sous-espace qui résume au mieux les données. Donc, ce espace doit répondre à un certain nombre de qualités, c'est-à-dire donc il doit restituer fidèlement la forme générale du nuage, doit nous présenter une meilleure visualisation, représentation de la diversité et de la variabilité du nuage, et il faut qu'il ne perturbe pas les distances entre les individus. Par exemple, pour cette photo, donc en voyant que pour cette vue, on n'a aucune idée sur le type d'animal. Même on aura même l'impression qu'il s'agit d'un homme. Donc, ce sous-espace, cette vue, ne répond pas aux qualités mentionnées auparavant du sous-espace. Par contre, en choisissant cette vue, on voit bien qu'on peut déduire le type de l'animal et qu'on a la forme générale de l'animal, on a une meilleure représentation donc des détails du corps de l'animal et on voit que les distances ne sont pas perturbées. Ici, on voit bien l'avant, ici, on voit bien l'arrière, alors que dans la première photo, les distances elles sont confondues. Donc, le principe de l'ACP consiste d'abord à trouver une composante linéaire des variables initiales, une composante linéaire des variables initiales. C'est-à-dire, cet axe, c'est une régression linéaire des variables. Pour laquelle, donc cet axe, qui est une composante linéaire des variables initiales, pour laquelle la variance des individus est maximale. C'est-à-dire, selon ce premier axe, on aura une variabilité importante de nos individus. Une variabilité la maximale possible sur cet axe. C'est ce qu'on appelle donc le premier axe principal ou la première composante principale. Et sur cet axe, une partie de la variance totale des individus est expliquée par cet axe ou cette composante principale. Ensuite, on cherche une deuxième composante principale de telle sorte à ce que cette deuxième composante principale, ce deuxième axe, ait une corrélation nulle avec le premier axe, c'est-à-dire donc les deux axes, ils doivent être perpendiculaires,
et que ce deuxième axe, qui est également une composante linéaire des variables initiales, donc ce deuxième axe permet d'expliquer la plus grande variance possible, mais qui est complémentaire à la première variance du premier axe principal. Donc ce deuxième axe, il apporte la plus grande variance possible, mais que cette variance est complémentaire de la variance expliquée par la première composante principale, et ainsi de suite. Les données de base qu'on traite en analyse en composante principale, donc c'est généralement des variables quantitatives, et on a étudié uniquement cette méthode d'analyse en composante principale parce que c'est la méthode la plus utilisée en géologie, que ce soit en mine ou en hydro. C'est pour ça donc qu'on insiste uniquement sur l'analyse en composante principale et on ne va pas étudier les autres méthodes, que ce soit factorielle, analyse multiple des correspondances, etc. Donc cette analyse en composante principale, je vous dis qu'il traite les variables quantitatives continues et ces variables elles peuvent être homogènes ou non. Alors si les variables elles sont hétérogènes de point de vue de leur moyenne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si les variables elles sont exprimées dans des unités comparables. Mais ces unités sont différentes. Mais c'est des unités comparables. Par exemple, il y a des variables qui sont en centimètres et des variables qui sont en mètres, en kilomètres. Ce sont tous des distances, donc ce sont des unités comparables. Lorsqu'on a ce type de données exprimées dans des unités comparables, et si on fait une analyse en composante principale directement sur les données brutes, ce qui va sortir au niveau des résultats, ça serait l'effet de taille. C'est-à-dire donc on aura les centimètres d'un côté, les décimètres au milieu, les mètres après et les kilomètres plus loin. C'est-à-dire l'effet de taille. Et nous, ce n'est pas l'objectif. Pour donc pallier à ce problème d'effet de taille et de voir donc les comparaisons qui peuvent y avoir entre les différents échantillons, on fait une transformation de données, mais cette fois-ci, on transforme dans le cas de variables qui sont dans des unités comparables, donc on transforme donc ces données en ce qu'on appelle des données centrées. C'est-à-dire donc l'observation initiale moins la moyenne de la variable. Par contre, pour des variables qui sont exprimées dans des unités et des quantités non comparables, c'est-à-dire on aura des centimètres, on aura des kilos, grammes, des grammes, rapports, etc. Donc, ce sont des unités comparables. Et dans ce cas, on travaille sur des données centrées réduites. C'est-à-dire donc l'observation initiale, xi, moins la moyenne, divisé par l'écart type. Cette analyse en composante principale, il nous permet deux choses en plus. C'est que, par exemple, si vous avez fait donc le traitement sur quelques variables, et par exemple, vous avez fait l'analyse d'autres variables, et vous ne voulez pas perturber les premiers calculs que vous avez faits par les premières variables, vous voulez savoir juste comment ces nouvelles variables
se situe par rapport aux premières, on utilise la possibilité qu'offrent les logiciels, à savoir les variables supplémentaires. Ces variables supplémentaires, elles ne participent pas à l'analyse, c'est-à-dire au calcul, mais ces variables seront projetées par la suite à côté des variables initiales. La même chose pour les observations, les individus. Par exemple, si vous avez fait un nouveau échantillonnage et que vous apportez quelques échantillons, vous les analysez et vous voulez savoir comment se situent ces individus, ces échantillons par rapport aux observations initiales. Donc, il suffit donc de les introduire comme individus supplémentaires et de la même manière que les variables supplémentaires, ces individus ne participent pas au calcul de l'analyse, mais il est possible donc de les positionner sur les différents plans de l'analyse en composante principale et de cette manière, on peut juger de leur ressemblance ou non avec les individus initiaux. Comment donc on calcule ces composantes principales? Donc la procédure pour obtenir les composantes principales consiste à calculer la matrice des variances-covariances. Cette matrice de variance-covariance, on la calcule si on et on la nomme S. Cette matrice, on la calcule si on travaille sur des données centrées. C'est-à-dire, autrement dit, nos données initiales, elles sont exprimées dans des unités ou des quantités comparables. Ou bien, on calcule la matrice des corrélations, mais cette fois-ci pour les données qui sont exprimées dans des quantités non comparables, c'est-à-dire donc les données sont très réduites. Mais parfois, et c'est le cas général, on utilise généralement la matrice des corrélations, ceci pour donner le même poids à chaque variable. Donc, le plus souvent, par défaut, les logiciels nous donnent comme procédure de calcul la matrice de corrélation par défaut. Ici, on veut autre chose, donc il faut la spécifier par la suite. À partir donc de cette matrice de variance-covariance ou bien de matrice de corrélation, on calcule les valeurs propres, les vecteurs propres de ces matrices. Et dans le premier chapitre qu'on avait vu, on avait vu la signification des valeurs propres et la signification des vecteurs propres. Pour les valeurs propres, on avait vu, dans le premier chapitre qui concerne les matrices, on avait vu que les lambda, elles correspondent à la longueur des axes de l'ellipse. La longueur des axes de l'ellipse. Et on avait dit que l'ellipse, c'est-à-dire c'est la figure qui passe par nos vecteurs, c'est-à-dire les points. Donc, les valeurs propres, elles correspondent à la longueur des axes de l'ellipse. Les vecteurs propres, on avait dit donc, elles donnent l'orientation de l'ellipse. Les valeurs propres, donc c'est la longueur des axes de l'ellipse, c'est-à-dire donc l'allongement. Pour la première valeur propre, ça serait l'allongement de l'ellipse, c'est-à-dire donc la variabilité selon cet axe.
le deuxième axe, ça serait donc également la variabilité ou l'élasticité de cette ellipse selon ce deuxième axe. Donc, pour cette analyse en composants principales, la première étape, c'est à partir de la matrice de corrélation de calculer les valeurs propres et les vecteurs propres associés. Donc, prenons cet exemple. Donc, vous avez ici la mesure de cette variable qui consiste donc à des mesures faites sur des boîtes. Et on a ici 25 boîtes avec donc des noms, des lettres d'alphabet allant de A jusqu'à Y. On voit donc la première variable, elle traite la longueur, la deuxième c'est la largeur, la troisième c'est la hauteur, la quatrième c'est la dimension de la plus grande diagonale, la cinquième donc c'est un rapport, la sixième c'est la somme de deux variables divisée par une troisième, donc c'est un rapport. Donc ici, c'est 100 unités, là c'est 100 unités. Pour la septième variable, c'est une surface totale sur un volume, donc c'est une unité à la puissance moins 1. Et on voit donc, à partir de ces variables, qu'elles sont exprimées dans des unités non comparables, et par conséquent, on doit travailler sur des données sont très réduites. C'est-à-dire donc, on doit calculer la matrice de corrélation et que c'est à partir de cette matrice de corrélation qu'on va calculer les valeurs propres et les vecteurs propres. Voilà donc les résultats obtenus pour cet exemple. En premier lieu, vous avez ici donc la matrice de corrélation. Et on peut jeter donc rapidement un coup d'œil et on voit qu'il y a des variables qui présentent des coefficients de corrélation très élevés. Autrement dit, donc, ils sont fortement liés linéairement entre elles. Par exemple, ici, le cas de ces deux coefficients. Donc, une corrélation de 0,9 entre x1 et x4. Un coefficient de corrélation de 0,8 entre x2 et x4. Et là également, un coefficient presque de 1 entre x5 et x6. La diagonalisation donc de cette matrice de corrélation nous a donné donc ces deux tableaux qui correspondent aux valeurs propres et aux vecteurs propres. Je vous ai dit dans le cours qui concernait les matrices, on aura autant de valeurs propres que de variables que vous avez dans votre matrice initiale qu'on diagonalise. Donc, par exemple, ici, on a 7 variables, donc on aura 7 valeurs propres. Et pour chaque axe, pour chaque valeur propre, vous aurez donc 7 vecteurs propres associés à chaque variable. Alors, quels sont les éléments qu'on va retenir pour faire l'interprétation d'une analyse en composantes principales? Alors, pour chaque composante principale, la variance est donnée par la valeur propre. C'est-à-dire donc pour chaque axe, la valeur propre correspond
à la variance, exprimée, la part de la variance totale exprimée par cet axe. Donc ça, c'est la variance exprimée par cet axe. La variance sur toutes les composantes principales, c'est-à-dire donc la variance totale, elle est égale à la somme des valeurs propres. Donc, la variance totale est égale à la somme des valeurs propres. Si on travaille sur la matrice de variance-covariance, c'est-à-dire les données uniquement centrées, normalement, la somme de ces valeurs propres doit être égale à la somme des variances des variables étudiées. Donc, par exemple, dans notre cas, la somme des valeurs propres pour une matrice de variance-covariance nous donne une valeur de 57,201. Et normalement, cette somme devrait être égale à la somme des variances. Là, on a donc la matrice de variance-covariance. Et on avait dit donc que la covariance entre la variable elle-même, c'est ce qu'on appelle la variance, et que donc ces valeurs qui sont situées au niveau de la diagonale correspondent aux valeurs de variance. En dehors de la diagonale, c'est les valeurs de covariance. Et on voit que la somme de ces valeurs situées au niveau de la diagonale nous donne la même valeur que la somme des valeurs propres. Par contre, si on travaille sur la matrice des corrélations, c'est-à-dire les données sont très réduites, normalement, la somme des valeurs propres est égale au nombre de variables que vous avez dans le tableau de données initial. Dans notre cas, il y avait 7 variables. Par conséquent, donc, la somme de ces valeurs propres était égale à 7. Voilà donc pour la variance totale. Donc, la variance totale, elle correspond donc à la somme des valeurs propres des différents axes. Si on travaille sur une matrice variance-covariance, donc la somme de valeurs propres est égale à la somme des variances des différentes variables. Par contre, si on travaille sur une matrice de corrélation, la somme des valeurs propres est égale au nombre de variables que vous avez. Donc, comment on exprime cette valeur propre en pourcentage de variance? Donc, pour exprimer la part ou le pourcentage de la variance exprimée par l'axe par rapport à la variance totale, pour donc calculer cette contribution de cet axe, on divise la valeur propre de l'axe par la somme des valeurs propres multipliée par 100. Par exemple, ici, pour le premier axe, donc la valeur, c'est 3,395, divisé par la somme des valeurs propres, ici, donc, c'est 7, multiplié par 100, ça veut dire donc que la part de la variance exprimée par cet axe par rapport à la variance totale, c'est 48,495.
Pour des vecteurs propres, donc pour les vecteurs propres, d'abord, le signe, s'il est positif, ça veut dire que cette variable est située du côté positif de l'axe. Et si donc la valeur est négative, ça veut dire donc qu'il est situé du côté négatif, du côté opposé. Plus donc cette valeur du vecteur propre est élevée, ça veut dire que ces variables, par exemple ici pour 1, la variable x5, x6, que ces deux variables apportent une information significative pour expliquer selon l'axe 1. Donc, si on travaille toujours sur la matrice variance-covariance, c'est-à-dire les données centrées, et on veut savoir, est-ce que vraiment cette variable apporte une explication ou une information significative à l'axe, à la composante principale auquel elle est associée. Donc, pour ressortir cette information, comme quoi elle contribue à l'explication de l'axe ou non, on calcule ce qu'on appelle la corrélation entre la variable et l'axe. Cette corrélation se calcule de la manière suivante, c'est-à-dire la valeur du vecteur propre de la variable étudiée pour l'axe étudié, multiplié par la racine carrée de la valeur propre de l'axe étudié, divisé par l'écart type pour la variable étudiée. Prenons par exemple le cas de la variable 1 pour l'axe 1. Donc la valeur du vecteur propre, c'est 0,164, multiplié par la racine carrée de la valeur propre de l'axe 1, divisé par l'écart type de la variable x1, c'est-à-dire racine carrée de 5,4. On voit que cette corrélation, elle est de 0,415, donc c'est une corrélation faible. Autrement dit, x1 n'apporte pas d'informations significatives pour l'explication de l'axe 1. Par contre, regardons donc, regardons maintenant pour la variable x6, qui avait donc un vecteur propre qui est élevé. On voit donc à partir du calcul du vecteur, de la valeur du vecteur propre par la racine carrée de la valeur propre de premier axe divisé par l'écart type, on voit donc qu'il y a un coefficient de corrélation qui est très proche de 1. Autrement dit, la variable x apporte des informations significatives qui permettent d'expliquer les variations observées selon l'axe 1. Étant donné donc qu'on a autant d'axes que de variables que vous avez, donc par exemple si vous avez 7 variables, vous aurez 7 axes de composantes principales. Et la question qui se pose, quels sont le nombre d'axes ou de composantes principales qu'on va retenir pour faire notre interprétation?
Donc, si on travaille sur une matrice de corrélation, c'est-à-dire les données sont très réduites au départ, on retient les axes auxquels correspondent des valeurs propres supérieures à 1. Et parfois, on peut descendre jusqu'à 0,8. Par exemple, sur les valeurs propres qu'on avait obtenues en travaillant sur la matrice de corrélation, dans le cas de notre exemple. Ici, donc, on n'a que le premier axe et le deuxième axe qui présentent des valeurs propres qui sont supérieures à 1. Donc, dans ce cas-là, on va retenir uniquement l'axe 1 et l'axe 2 pour faire l'interprétation. Autrement dit, le plan à 2 dimensions formé par l'axe 1 et l'axe 2 est très suffisant pour refléter l'information contenue dans le tableau de données initial. Pour la matrice de variance-covariance, c'est-à-dire si on travaille sur des données centrées. Dans ce cas, on examine les pourcentages cumulés de variations expliquées par les composantes principales successives, c'est-à-dire donc on analyse ces chiffres qui correspondent au pourcentage cumulé. Et on retient les premiers axes pour lesquels on juge qu'on a une information cumulée suffisante. Donc, on retient les premiers axes pour lesquels on a donc une variance cumulée supérieure à 75 ou 80%. Donc, les premiers axes qui arrivent à ce pourcentage. Donc, par exemple, ici, si on voit donc pour l'axe 1, on est à 60. Pour l'axe 2, on est à 93. Donc, on doit s'arrêter à ce niveau-là. Donc, on retient les premiers axes pour lesquels cette variance cumulée est supérieure ou égale à 80%. Donc, ici, donc, on va retenir uniquement les 2 axes. Et donc, ce plan, formé par l'axe 1 et l'axe 2, va nous permettre d'avoir l'information la plus fidèle possible au tableau de données initial. Mais néanmoins, il faut noter que parfois, dans ce plan qu'on retient, il se peut qu'il y a une variable qui est très importante, mais que cette variable n'est pas significative dans ces 2 axes. Et dans ce cas-là, parfois, donc, il faut aller chercher l'axe où cette variable apporte des informations significatives pour donc traiter cet axe, avec donc les axes, les premiers axes retenus. Donc, que faire avec les vecteurs propres? Alors, je vous ai dit que un axe, c'est une combinaison linéaire des variables. C'est-à-dire, autrement dit, c'est une régression linéaire multiple et que ces vecteurs propres, en gros, correspondent au BJ qu'on avait vu lorsqu'on a traité la régression linéaire multiple. C'est-à-dire donc les coefficients de corrélation partielle associés à ces variables. On avait dit que coefficient de régression partielle, c'était la part ou bien le pourcentage capte donc cette variable à l'explication de cette régression en maintenant les autres constantes.
je vous ai dit, donc, plus ce coefficient donc, est élevé, ça veut dire que ces variables apportent une information significative pour l'explication de l'axe, et plus cette valeur est faible, ça veut dire que ces variables apportent peu d'informations pour l'explication des variations observées selon l'axe. Donc, pour un axe donné, donc les variables qui ont les plus forts coefficients en valeur absolue sont celles qui contribuent le plus à la formation de cet axe, c'est-à-dire donc ils apportent une information significative pour l'explication des variations observées selon cet axe. Mais généralement en pratique, on s'intéresse rarement aux vecteurs propres pour interpréter les axes. On regarde surtout les corrélations entre les variables et les axes qu'on avait vus juste auparavant. Pour l'étude des variables, donc là, on avait vu quels sont le nombre d'axes à retenir pour faire l'interprétation. Là, on passe donc à l'analyse des variables. Et on avait dit au départ que ces variables, elles sont projetées dans un plan, mais elles sont contenues dans un cercle. Alors, cette analyse de ces variables va nous permettre de voir comment ces variables sont structurées. Et puisque donc c'est un cercle de corrélation, c'est-à-dire donc la bordure, et donc il est proche de 1, donc le cercle, donc 0, 1, donc la valeur maximale c'est 1, la valeur minimale c'est moins 1. Donc plus cette variable est proche de l'axe, du bord du cercle, ça veut dire que cette variable est bien représentée. C'est-à-dire donc, elle est bien représentée sur le plan. Donc, c'est-à-dire cette variable, plus il est proche de la bordure du cercle, ça veut dire que c'est une variable qui apporte une information significative. Donc, plus une variable est proche de la bordure du cercle, ça veut dire que c'est une variable qui est bien représentée. Autrement dit, c'est une variable qui apporte des informations significatives pour expliquer les variations observées. Par exemple, le fait que, par exemple ici, la variable x1, x2, x4, elles sont toutes proches de la bordure du cercle. Ça veut dire donc que c'est des variables qui apportent des informations significatives pour l'explication des variations observées. Et que, puisqu'ils sont proches entre elles, ça veut dire que ces trois variables, elles vont dans le même sens, c'est-à-dire elles sont corrélées entre elles. Donc, deux variables proches entre elles et proches du bord du cercle sont fortement et positivement corrélées. C'est le cas ici, par exemple, de x1, x2, x4. Là également, x5, x6, ils sont proches de la bordure du cercle et ils sont situées l'une à côté de l'autre, donc c'est-à-dire ils sont corrélés positivement entre elles. Dans ce cas-là, donc on a ce groupe x1, x2, x4 qui sont des variables proches les unes des autres, donc c'est-à-dire corrélées entre elles, et proches de la bordure du cercle, donc ils sont donc très représentés. Mais à leur opposé, on a donc x7 également qui est proche de la bordure du cercle, mais opposé à ces variables. Ça veut dire donc que cette variable x7, elle est corrélée avec ces variables, mais c'est une corrélation négative, opposée. Comment donc, lorsque vous allez faire l'analyse, donc, quel que soit le logiciel, par la suite, vous allez obtenir donc les valeurs propres, les vecteurs propres, et par la suite,
vous allez obtenir les coordonnées des variables, la contribution des variables et le cosinus carré des variables. Donc, comment sont calculées les coordonnées des variables? Donc, pour la coordonnée d'une variable sur un axe, elle est donnée par cette formule. Coordonnées de la variable j sur l'axe A, I, c'est la valeur du vecteur propre de cette variable j pour l'axe I, multiplié par la racine carrée de la valeur propre de l'axe I. Pour la contribution des variables. Donc la contribution d'une variable j par rapport à l'axe I, c'est ce vecteur propre de la variable j sur l'axe I au carré. Et pour le cosinus carré, ce cosinus carré, il nous donne la qualité de représentation de la variable j sur l'axe I. Ce cosinus carré de la variable j par rapport à l'axe I, c'est le vecteur propre de la variable j sur l'axe I au carré, multiplié par la valeur propre de l'axe I. Ou bien, c'est donc les coordonnées au carré divisé par alpha. Alpha, c'est la variance de la variable j en cas de matrice variance-covariance, ou bien 1 si vous avez travaillé sur la matrice de corrélation. Voilà donc comment sont calculés les tableaux que vous obtenez. Voilà donc comment sont calculées les coordonnées. Voilà comment donc sont calculées les contributions des variables à l'explication des axes. Donc par exemple ici, vous voyez ici que la variable x4, x2, x3, x1, x7, ils ont des valeurs élevées. Et ces valeurs, elles expriment le pourcentage de contribution expliquée de variation observée selon l'axe 1. Généralement, pour sont des variables qu'on retient pour dire que ces variables apportent une explication à l'axe. Généralement, donc, on fait la moyenne de ces contributions selon un axe donné, et toutes les variables qui présentent une contribution qui est supérieure à la contribution moyenne sont considérées comme des variables qui apportent une information significative pour l'explication de la variation observée selon l'axe 1. Mais cette condition n'est pas suffisante, elle doit être associée à la qualité de représentation des variables. Cette qualité de représentation des variables, donc c'est le cosinus carré, c'est-à-dire il mesure le degré de corrélation de la variable avec l'axe. Plus donc cette valeur du cosinus carré est supérieure à 0,5, donc à partir de 0,5, on dit qu'il est moyenne. Donc plus cette valeur est supérieure à 0,5, ça veut dire que ces variables apportent une information significative pour l'explication de l'axe. Donc les variables qui ont une contribution qui est supérieure à la contribution moyenne et un cosinus carré qui est supérieur à 0,5, on peut considérer donc que cette variable apporte une information significative pour expliquer
la variation exprimée par l'axe. Voilà donc ce que je viens de vous dire. Donc, à partir de 0,5, on peut dire que la variable donc, apporte une information significative pour l'explication de l'axe. Donc 0,5, c'est une variable qui est moyennement représentée. Pour les individus, donc on vient de voir comment donc on analyse les variables. Pour les individus, donc l'objectif c'est de voir comment ils se répartissent, quels sont ceux qui se ressemblent, quels sont ceux qui sont différents, etc. Et également, comme pour les variables, le logiciel calcule les coordonnées des individus. Et voilà donc comment se fait ce calcul des coordonnées des individus, donc qui est tout à fait différent du calcul des variables. Donc, pour un individu J pour l'axe I, ça serait donc le la valeur, le vecteur propre de la variable 1 sur l'axe 1 multiplié par la valeur de la variable 1 pour l'individu J plus le vecteur propre de la variable 2 sur l'axe I multiplié par la valeur de la variable 2 pour l'individu J et ainsi de suite. Mais cette valeur de la variable pour l'individu J, cette valeur donc, ce n'est pas les données brutes, mais c'est les données centrées si on avait travaillé sur la matrice variance-covariance, ou bien les données centrées réduites si on travaillait sur la matrice de corrélation. Donc ce n'est pas des données brutes, c'est des données, que ce soit centrées ou centrées réduites. Pour la contribution, donc la contribution de l'individu J à l'axe I, c'est les coordonnées au carré divisé par le nombre d'individus fois la valeur propre pour l'axe I. Et pour la qualité de représentation des individus, ça serait donc cosinus au carré, c'est coordonnées au carré divisé par LJ au carré. Ce LJ au carré, c'est la somme des variables au carré de l'individu J. Donc c'est la somme des XI au carré, sachant que ces XI au carré, c'est les données centrées si on a travaillé sur la matrice variance-covariance, ou les données centrées réduites si on travaillait sur la matrice de corrélation. Donc, quelles sont les règles d'interprétation des axes par les points d'individus? Alors, pour expliquer la variance de l'axe, c'est-à-dire donc cette variation selon l'axe, on est conduit donc à chercher des individus qui sont responsables de cette variation. Donc la variance, c'est l'expression numérique de l'allongement, de l'écartement de la position moyenne représentée par le centre de gravité du nuage de points. Et les individus qui nous permettent d'apporter des explications de cette variance selon l'axe, ce sont donc les individus les plus extrêmes. C'est les individus les plus extrêmes, c'est-à-dire donc qui sont situés sur les extrémités de l'axe, que ce soit du côté positif ou du côté négatif. En plus, ces individus extrêmes, elles doivent répondre à deux critères, comme ceux qu'on avait vus pour les variables. Il faut que leur contribution soit supérieure à la contribution moyenne et que aussi leur cosinus carré
soit supérieur à 0,5. De cette manière, donc, on va dégager deux catégories de points. Ceux qui ont une contribution forte avec une coordonnée négative et ceux qui ont une contribution forte mais avec une coordonnée positive, c'est-à-dire donc les deux extrêmes. Et ce sont donc ces individus qui vont nous permettre de donner une signification à la variance exprimée par un axe donné. Donc, la représentation graphique des individus dans le plan qu'on retient va nous permettre de situer les proximités et l'éloignement des individus, sans oublier que ce plan qu'on observe est une vue plus ou moins approchée de la réalité. Il va falloir se méfier d'éventuelles déformations. Ces déformations, donc pour les ressortir, ça serait donc le cosinus carré. C'est celui qui nous donne une idée sur la qualité de représentation d'un individu dans un plan. Donc, il faut donc examiner attentivement la valeur du cosinus de l'angle formé par un point et sa projection sur l'axe. Maintenant, donc, on va passer à l'analyse des résultats de notre exemple. On avait dit donc, les données, ce sont une classification morphologique des boîtes. Et on avait dit qu'on a donc cette variable et que on a 25 boîtes pour lesquelles donc on a fait ces mesures. Et il y avait donc des mesures de longueur, de largeur, de hauteur et de dimension de la plus grande diagonale, mais on a calculé également des rapports et que donc ce sont des variables exprimées dans des quantités non comparables et par conséquent donc on va travailler sur des données qui sont très réduites et que l'analyse doit être faite sur la matrice de corrélation. Alors donc, voilà donc la matrice de corrélation qu'on avait vue au départ et sur laquelle on a relevé des coefficients de corrélation très élevés entre certaines variables. Voilà donc les valeurs propres, les vecteurs propres. Et on avait dit donc que la première question à laquelle on doit répondre, combien d'axes on va retenir, pour faire l'interprétation. Et on avait dit que lorsqu'on travaille sur une matrice de corrélation, on retient les premiers axes pour lesquels on a une valeur propre qui est supérieure à 1. Ici, donc, ce sont les deux premiers axes qui ont donc cette valeur propre qui est supérieure à 1. Donc, on va retenir donc l'axe 1 et l'axe 2. La deuxième étape, donc, consiste à l'analyse des variables. Et la troisième étape, c'est l'analyse des individus. Donc, c'est une matrice de corrélation. Donc, on voit que nos variables sont projetées dans un cercle, qui est le cercle de corrélation. Et on avait dit que plus nos variables sont proches de la bordure du cercle, ça veut dire donc qu'elles sont bien représentées, c'est-à-dire donc un cosinus carré, donc c'est une corrélation, donc ils sont bien corrélés, bien représentés. Et on avait dit donc, plus donc ces
variables sont proches de la périphérie, donc ils sont bien représentés dans le plan, et que s'il y a des variables qui sont donc proches les unes des autres et proches de la bordure du cercle, ça veut dire que ces variables elles sont corrélées entre elles. Donc sur ce graphique, on voit bien que nos variables se séparent en 4 groupes. Il y a donc ce premier groupe qui est constitué par la variable x1, x2 et x4. Il y a ce groupe qui est formé uniquement par la variable x3. Il y a ce groupe qui est formé par x5 et x6. Et ce dernier groupe qui est formé uniquement par la variable x7. Donc on a 4 groupes. Et que pour la plupart donc de ces variables, les coordonnées sont proches de 1. C'est-à-dire donc il y a une forte corrélation. Donc par exemple, pour ce groupe 1 qui est formé par x1, x2, x4, donc proche de la périphérie, donc de la bordure du cercle, donc c'est-à-dire un coefficient de corrélation qui est proche de 1, et ces variables sont donc proches les unes des autres, donc c'est-à-dire ces variables sont corrélées positivement entre elles. La même chose, donc le deuxième groupe, c'est x5, 6, le troisième et le quatrième. Donc là, voilà comment sont identifiés les différents groupes. Mais maintenant, l'étape suivante, on avait dit il faut ressortir les variables qui donnent une explication à l'axe. Et on avait dit, pour qu'une variable donne une explication à un axe donné, il faut que sa contribution soit supérieure à la contribution moyenne et que le cosinus carré soit supérieur à 0,5. C'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà donc le cosinus carré et voilà la contribution des variables. Donc, par exemple, voilà donc comment se calcule ce cosinus carré qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà la contribution, comment elle se calcule. Alors, on voit que la variable sur l'axe 1, on va commencer par l'axe 1, on voit que la variable x1, x2, x3, x4 et x7 ont des cosinus carrés qui sont supérieurs à 0,5. Pour la contribution, voilà donc la même chose, ils ont des contributions élevées. On voit donc pour l'axe 1, on fait donc un tableau synthétique pour l'axe 1. Du côté positif, on a donc x1, x2 et x4 qui ont des contributions qui sont supérieures à la contribution moyenne. Et du côté négatif, on a x7 qui est un cosinus carré supérieur à 0,5 et une contribution qui est supérieure à la contribution moyenne. Voilà donc pour l'axe 1. Pour l'axe 2, on voit que x5, x6 qui ont des coefficients, des cosinus carrés supérieurs à 0,5 et des contributions qui sont supérieures à la contribution moyenne. La contribution moyenne, c'est-à-dire il suffit de faire la somme selon cet axe et calculer donc cette moyenne. Et cette moyenne, donc, elle est la même, quel que soit l'axe. Vous avez trouvé la même valeur. Donc, pour l'axe 2, on voit que c'est la variable x5, x6. Pour la variable 3,
il est à la limite, parce que pour le coefficient, le cosinus carré, on avait dit supérieur à 0,55. Donc, il est juste à la limite. Donc, x3, il est à la limite. Donc, pour l'axe 1, du côté positif, c'est x1, x2 et x4. Et du côté négatif, c'est x7. Et pour l'axe 2, c'est x5 et x6. Donc, x1, x2, x1 c'est la longueur, x2 c'est la largeur, et x4 c'est la diagonale. x5 et x6, donc je vais revenir pour voir le tableau de données. Donc, x5, c'est rayon du cercle circonscrit sur le rayon du cercle inscrit. X6, c'est le coefficient d'aplatissement. Donc, x1, x2, longueur, largeur, donc c'est la taille. Et x5, x6, on avait dit 6, c'est l'aplatissement. Donc, l'axe 1, les variations qu'on va observer sur l'axe 1, ça serait des variations dues aux dimensions des boîtes, c'est-à-dire donc une variation de la taille des boîtes. Et selon l'axe 2, c'est-à-dire la variation selon cet axe, c'est-à-dire donc l'aplatissement des boîtes. C'est-à-dire, est-ce que la boîte est aplatie, peu aplatie, ou bien non. Voilà donc comment, à partir des variables, on va ressortir les variables qui donnent une explication à l'axe et qu'on va traduire ça que la variation, donc on va traduire ça sous format texte, c'est-à-dire donc les variations selon l'axe 1, c'est une variation de la taille. Et que sur l'axe 2, puisque c'est la variable 5 et 6, donc c'est l'aplatissement des boîtes. Donc là, c'est une explication qu'on a retirée, conclue à partir de l'analyse des variables. Elle reste donc à confirmer ces explications par l'analyse des individus. Et ce qu'on va essayer de voir. Voilà donc la projection des individus dans le plan F1, F2. L'axe 1, c'est l'axe horizontal qui exprime 48,50% de la variation totale. Et l'axe 2, qui exprime 40,08% de la variance totale, soit donc à peu près 88,58% de la variance totale, exprimée par donc ce plan. On avait dit donc, au niveau de l'analyse de ces individus, on va chercher les individus les plus extrêmes sur les axes. Par exemple, ici, donc, selon l'axe 1, les plus extrêmes, ça serait D et Y, du côté positif, et du côté négatif, c'est G. Et on doit vérifier pour ces individus que la contribution est supérieure à la contribution moyenne et que le cosinus carré est supérieur à 0,55. Selon l'axe 2, les individus les plus extrêmes, ici il y a le I, et il y a ici donc le W ou bien le O. Donc il faut vérifier également le cosinus carré et la contribution moyenne. Donc on va aller sur le tableau de données. On avait dit donc
sur l'axe 1, G du côté négatif, et on voit donc pour ce G, on a donc les valeurs de x1, x2, x4, c'est des valeurs faibles, donc très petites, c'est des valeurs très faibles, et que du côté positif, on avait vu que c'est y. C'est y et d. On voit ici, donc pour y, que ces valeurs elles sont élevées par rapport à g. Ou bien on avait dit également d. D du côté positif, donc c'est des valeurs élevées. Donc autrement dit, donc du côté G, du côté négatif où on a G, donc ça serait des boîtes de petite taille, de petite dimension, donc de petite taille. Et du côté positif, on aura des boîtes de grande taille. Et pour l'axe 2, c'est I et W. Donc I, pour les coefficients d'aplatissement, donc ici 18, du côté positif, et W, 2,1. Donc, c'est-à-dire coefficient élevé du côté positif et du côté négatif, coefficient faible. Voilà donc. Donc, G, c'est une boîte de petite taille. Y et D, c'est des boîtes de grande taille. I, c'est un coefficient d'aplatissement élevé. Et W, du côté négatif, c'est un coefficient d'aplatissement faible. Autrement dit, donc, selon l'axe 2, les boîtes les plus aplaties seront du côté positif et les boîtes de moins aplaties, c'est-à-dire hautes, seront situées du côté négatif. Voilà donc, selon l'axe 1, c'est la répartition des plus petites aux plus grandes tailles, donc c'est-à-dire c'est l'effet taille, et sur l'axe 2, répartition entre forme élevée et forme aplatie. Forme élevée du côté négatif et forme aplatie du côté positif. Voilà donc l'explication qu'on peut donner à ces axes à partir de l'analyse des variables et que cette explication à partir des variables est confirmée par l'analyse des individus. Effectivement, là, vous avez un graphique qui donne la représentation de ces boîtes selon les dimensions données. Et effectivement, on voit, selon l'axe 1, on voit aller des petites boîtes jusqu'aux grandes boîtes, et que selon l'axe 2, on voit qu'on va partir à partir des boîtes élevées vers des boîtes plus aplaties. Voilà donc en gros l'interprétation qu'on peut faire pour cet exemple. Et voilà donc comment on procède pour faire une analyse en composantes principales. Voilà donc, le cours est terminé. Donc, est-ce que vous avez des questions ?